Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. 2 jours après le coup d'envoi de la CAN 2023 ici à Abidjan, beaucoup le long du ballon de la CAN 2023 roule ce soir sur les pelouses de Bouaké et de Yamoussoukro à la faveur de la 3e journée de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Une 3e journée pour laquelle votre télévision, l'Intelligent TV, a pris rendez-vous avec vous à travers son émission Le Brunch de la CAN. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur nos antennes. Analyser les matchs déjà joués et présenter les enjeux des rencontres à venir. Voilà tout le sens de cette émission, le brunch de la CAN qui s'invite chez vous tous les jours à partir de 10 h et ce jusqu'au 12 février 2024 pour vous faire déguster son riz couché pimenté et son garba chaud à travers ces 3 cordons bleus que sont Zézéto, Charles Dago et le coach Alain qui sont déjà sur ce plateau. Messieurs, bonjour à tous les 3 et merci de votre présence. Bonjour. Bonjour Ibeka. Dago, on sent un peu la fatigue là. Ouais, vous savez, la pression est telle que je me sens en train de jouer encore comme si je jouais. Et donc je vis un peu la pression des éléphants jusqu'aujourd'hui. Et coach, vous aussi, vous vivez cette pression en tant que coach? Comme si vous étiez coach? Après un match, après une victoire, je pense qu'on est un peu plus relax. Mais pas relax en tant que tel, mais on est en train de réfléchir comment aborder ce deuxième match-là avec cette équipe qu'on a vu hier. Là. Donc on est en train de réfléchir pour trouver toutes les solutions pour pouvoir gagner ce deuxième match. C'est tout? Ça va, moi je n'ai pas de pression. Donc j'aborde tous les matchs avec plaisir, donc ça va. D'accord, sans pression, soyez sans pression. On est là pour votre bonheur, pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé hier et puis ce qui va se passer très bientôt, c'est-à-dire dans l'après-midi de ce lundi 15 février 2024. Pour celles qui ne le savent pas, le riz couché dans cette émission fait référence au match de la veille. Ce riz couché est spécifique parce que très pimenté, pour donner à l'émission un caractère très particulier en évoquant des sujets qui brûlent, qui piquent et qui suscitent de vives réactions à l'image du piment rouge martiniquais, le piment préféré de Charles Dago. Et le Garba, quant à lui, s'intéresse au match à venir. Messieurs, mesdames, si cela est clair dans vos esprits, on y va donc pour le riz couché. Dans le riz couché de cette émission, on parlera des matchs qui se sont joués hier, dimanche 14 février. Que dis-je? Je suis tellement pressé d'arriver au 11 février pour vivre, je l'espère, une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais nous sommes encore en janvier. Hier, c'était le 14 janvier 2024. On a eu droit à 3 matchs. Le dernier match dans la poule A, Nigeria, Guinée équatoriale, 1 but partout. Et puis dans la soirée, la poule B est entrée en lice avec le premier match Égypte-Mozambique, 2 buts partout. Ghana, Cap-Vert, victoire des Cap-Verdiens, 2 buts à 1. C'était du côté du stade Félix Houphouët-Boigny du plateau. Monsieur, on le voit, on le constate, on le remarque. Des favoris sont déjà à la peine, coach. Écoutez, comme on le dit, hein, c'est vrai qu'il y a des favoris, mais entre guillemets, il n'y a pas de petite nation aujourd'hui. Voilà ce que nous a montré la Guinée équatoriale, voilà ce que nous a prouvé le Cap-Vert et surtout une magnifique équipe du Mozambique qui a, ma foi, déjoué tous les pronostics, qui a, ma foi, étouffé cette valeureuse équipe de l'Égypte. Dans un système 4-4-2, mais à l'appel de la balle, ils sont 4-5-1 avec 2 gars à la récupération, un milieu offensif et puis 2 ailiers qui vont vite. Et chaque fois qu'ils se projettent vers l'avant, je pense que cette équipe de Mozambique, elle m'a fait vraiment sensation. Dago, votre première réaction face à ces 3 résultats auxquels on a eu droit hier? Écoutez, j'avais dit ici lors du premier plateau qu'il n'y avait plus de grands footballeurs
sur cette canne-là, parce que quand on regarde bien, c'est un grand club mythique européen qui n'est plus représenté. Je parle du Barça, du Real, le Chelsea, de Manchester United notamment. Bon, on a que Onana qui est représenté à Rabat, qui n'est pas aussi fringant avec Manchester United. Donc, à part de cet instant, ça voudrait dire que tous les joueurs se valent plus ou moins. On a quoi, 2-3 stars, mais qui sont vieillissantes. Sadio Mané, Mohamed Salah, Khalidou, Fatiga, bon, Naby Keïta, bon, ils sont plus ou moins vieillissants. Et donc, la jeunesse pouvait prendre le pas, elle pouvait prendre à la limite le relais. Et c'est ce qui se vit depuis. Qu'on a vécu à la limite hier. Quand tu vois le Mozambique jouer, tu t'es rendu compte que bon, ils ont joué sans complexe. Effectivement, c'est pareil même pour voilà, l'équipe du Nigeria qui a vécu vraiment un enfer. Donc, je ne suis pas surpris des résultats, mais notamment, mais à contrario de ces mauvais résultats, je pourrais dire que l'Égypte a montré quand même, au-delà du déconvenu, qu'elle reste une grande nation de football. Parce que marquer, être rattrapé, et puis revenir dans les derniers instants de la partie, et de quelle manière, sous une pression pas possible, jusqu'à obtenir l'égalisation, ça montre quand même que l'Égypte demeure l'une des plus grandes nations du football africain. Zito, comment vous expliquez ces résultats quand on sait que beaucoup pariaient sur ces grosses nations de football? Je veux parler de l'Égypte, du Nigeria et puis du Ghana, qui finalement ont été tenus en échec pour l'Égypte et puis le Nigeria. Et les Black Stars ont broyé du noir face aux requins bleus du Cap-Vert. Comme j'ai dit, moi ça ne m'étonne pas parce que j'avais dit ici que les équipes qui ne partent pas favorites étaient déjà de bonnes équipes. Donc la Mozambique, Cap-Vert, j'avais même dit ici que Cap-Vert allait faire une surprise. Et c'était très bonne équipe, j'avais dit ici. Bonne équipe qui sait jouer au foot. Donc hier ils ont fait un super match. Et la Mozambique contre l'Égypte. Au départ, ils ont eu les 10-15 premières minutes, ils n'étaient pas dans le jeu parce que l'Égypte dominait. Mais après, au fur et à mesure que le match avançait, ils ont pris confiance. Et le Nigeria contre le Guinée équatoriale, ils ont juste pris Osimhen. Ils l'ont bien esselé. Et puis après, c'était un peu plus difficile pour Osimhen. Il réussit quand même à marquer un but. Et bon, moi, je pense que c'est un peu l'erreur du gardien. Mais ces équipes-là, il faut compter sur elles parce qu'il y a de la qualité. Et les équipes, maintenant, elles ont progressé. Et il n'y a plus d'équipes favorites. Sur le papier, oui, parce qu'il y a des joueurs, il y a des individualités qui sont là. Mais dans la qualité du jeu, dans l'enjeu lui-même, il faut compter sur tout le monde aujourd'hui. Voilà. Alors, coach, il a parlé de Victor Osimhen, qui était l'un des cadres de cette équipe très attendue pour cette compétition. On a également Mohamed Salah et puis André Ayew du côté des Black Stars du Ghana. Est-ce que vous pensez que ces cadres-là ont répondu présent dès l'entame de leur compétition? Écoutez, un peu oui, un peu non. Osimhen a répondu présent, il a eu quand même pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il avait le deuxième but où il a fait le mauvais choix. Sinon, lui, il a joué sa partition. Le bon choix, c'était quoi? C'était de faire la passe à son partenaire? Non, il a eu le ballon. Il y a eu cette passe que j'adore toujours, cette passe qui casse les lignes. Et que Osimhen récupère le ballon derrière, maintenant il fait le mauvais choix. Au lieu de chercher à ouvrir le pied pour essayer de cadrer, il a voulu fermer. Et c'est ce qui a fait que le ballon est allé dehors. Après, il y a eu beaucoup de précipitations, ils ont fait des remplacements, d'autres sont rentrés. Mais ce que je vais retenir, ce que je vais faire comprendre aux uns et aux autres, c'est qu'une équipe, quand elle maîtrise son système de jeu, comme je le dis chaque fois, quand il y a les hommes pour animer ce système-là, je pense que ça donne une satisfaction. Regardez la Guinée équatoriale, regardez le Mozambique, regardez le Cap-Vert. Des matchs aujourd'hui de Coupe d'Afrique vont se gagner à partir des milieux de terrain. Et à partir de la complémentarité de tous ces milieux de terrain associés à des ailiers et à des attaquants véreux, la Coupe d'Afrique va se passer là. Les défenseurs vont jouer leur partition, ça je suis d'accord. Mais le milieu de terrain sera le socle de ce mondial. Parlant du milieu de terrain, comment vous avez trouvé celui du Ghana face au Cap-Vert? Celui du Ghana a été bouffé face au Cap-Vert parce que les Cap-Verdiens étaient plus vifs, étaient plus réalistes et étaient plus réactifs. Les Ghanéens, à part, je n'ai pas compris pourquoi Kudus n'a pas joué. Parce qu'ils ont bouffé les deux autres milieux défensifs qui étaient devant la défense. Pourquoi? Par rapport à la mobilité des Cap-Verdiens qui étaient à côté. Et donc, le sélectionneur ghanéen
n'a pas eu la présence d'esprit de faire des changements au moment opportun pour faire entrer la jeunesse. Quand ces milieux de terrain de Cap-Vert ont commencé à s'épuiser, si vous avez remarqué, automatiquement, le sélectionneur capverdien a changé avec de nouveaux jeunes qui avaient encore plus faim, et c'est ce qui a apporté le deuxième but. Alors, Dango Charles, est-ce que ces résultats doivent être considérés comme des piqûres de rappel pour les nations qui sont dites favorites dans cette compétition, la CAN 2023? Oui, bien entendu. Si on vous considère comme favori et que vous ne justifiez pas vos matchs de l'entame d'une compétition, il y a de quoi s'interroger aujourd'hui sur les questions des favoris. C'est vrai que généralement, les consultants, les journalistes, on se fie aux statistiques, aux performances dernières, les plus récentes, pour situer un peu les favoris. C'est ça aussi le jeu. Mais là, après, ça reste des statistiques. Il faut prouver cela sur le terrain. Et je pense que l'équipe qui a prouvé ça sur le terrain pour l'instant, il y a la Côte d'Ivoire et puis il y a l'Égypte, n'est-ce pas? Parce que l'Égypte n'a pas perdu depuis un certain nombre de temps. Et l'Égypte a refusé la défaite hier. Donc elle reste dans la peau du favori, ça prouve le contraire. Quand tu prends l'équipe comme le Nigeria, on savait que le Nigeria soufflait le bon et le moins bon depuis un certain moment. Donc je ne suis pas surpris du résultat du Nigeria hier, parce que c'est une équipe vraiment en reconstruction. Tout le championnat nigérien en lui-même n'est plus là. Et maintenant, l'équipe me déçoit de plus en plus, c'est l'équipe du Ghana, qui force de reconnaître que depuis les années Abedi Pelé, Abdou Razak et autres, franchement, ces jeunes gens-là, depuis 2008 pratiquement, ont essayé de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Cela est dû à quoi? Je pense qu'il serait grand temps que les Ghanéens s'asseyent, qu'ils posent la question fondamentale, pourquoi on n'y arrive plus, et qu'ils trouvent des solutions de façon globale pour pouvoir revenir dans la compétition. Vous Sinon, pensez que la solution serait de renouveler l'équipe entièrement? Non, pour l'instant, je ne sais pas, mais il faut toujours poser la bonne question. Pourquoi on n'y arrive pas? Certainement que la solution est quelque part. En émettant quelques hypothèses ça et là, ils vont certainement y arriver. Nous nous sommes posé ces questions-là, entre 2000, après 2002, nous nous sommes posé des questions de savoir mais pourquoi on n'y arrive pas. Après Sénégal 92, alors qu'on avait, après Sénégal 92, une superbe génération, avec Charles, Kalou Bonaventure, Bakayoko, Ibrahim, tout et tout. Mais on n'y arrivait pas non plus. Donc, Jacques Anouma est arrivé, il a posé des vraies questions. Il s'est posé des vraies questions. On a même fait abstraction de la CAN 2004. Et lorsqu'on a trouvé les solutions, en faisant monter la génération Zeto et autres, en 2006, on se retrouvait en finale, on est resté sur le toit du monde avec 3 Coupes du Monde à la filée. Donc, je pense que le Ghana gagnerait aujourd'hui à se poser les vraies questions, parce qu'on ne peut pas avoir été le Brésil de l'Afrique pendant plus d'une cinquantaine d'années, et puis trébucher, sinon tomber jusqu'à ce point. C'est qui le Cap-Vert sur le continent? Il faut le reconnaître pour que le Cap-Vert foudroie le Ghana jusqu'à ce point. Zeto, vous avez des réponses aux questions que Charles se pose. Le Ghana devrait se poser des questions. Pourquoi on n'y arrive pas jusqu'à maintenant? Après quelques années, le Ghana a du mal à se retrouver sur la scène du football africain. Pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question? Je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse, mais le grand frère, dans son développement, il a un peu expliqué. Je pense que aussi c'est pour tous les pays. Il y a des passages comme ça à vivre, il y a des séquences comme ça où ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais après, ça va se remettre en route parce que voilà, c'est comme ça. Dans combien de temps? Il faut attendre combien de temps encore? Il aura un déclic et puis ça va redémarrer comme ça, voilà. Donc il y a toujours des moments comme ça où... Ça va faire 20 ans bientôt. Non, ils ont eu une bonne génération après même. Bon, ça fait peut-être ça fait un an. Mais il y a eu quand les frères Yo commencent, ils avaient une très bonne équipe avec les autres et même avant qu'ils perdent la finale en 2015. Avant ça, ils avaient une très bonne équipe quand même. Voilà. Après ils perdent en 2015. Voilà, là c'est un peu la fin des autres. Fin des cycles. Bon, fin des cycles. Mais après, je pense que là ils sont comme tu l'as dit. Ils sont en reconstruction aussi, voilà, donc il faut qu'il y a des jeunes qui arrivent comme des Koudos, des trucs, donc ceux-là quand ils seront en maturité, en ce moment-là, voilà, ça va se passer. D'accord, coach, est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question qu'on se pose, que Charles se pose, que beaucoup se posent relativement au Ghana? Pourquoi cette équipe jusqu'à présent n'arrive pas? Mais je pense que le Ghana n'arrive pas à ce moment parce qu'il n'y a pas eu cette...
génération qui devait continuer après la génération des Ayew. C'est la génération des Ayew, ils sont partis des cadets, juniors, espoirs, et puis ils sont au sommet. Donc, est-ce qu'après cette génération-là, est-ce qu'il y a eu le suivi des autres cadets? Est-ce que ça continue avec les juniors? Est-ce que ça continue avec les espoirs? Il y a toutes ces questions qu'on se pose. Aujourd'hui, quand on voit certaines nations qui sont en train de Guinée équatoriale, comment on appelle Cap-Vert, Mozambique. Ce sont des générations qui ont commencé, on peut dire, il y a 5 ans de cela. Et c'est le même groupe-là qui est en train de monter au fur et à mesure. C'est normal que ce groupe-là puisse monter maintenant en puissance, passer un palier. Et puis maintenant, il est de bonne guerre, comme on le dit, que tout le monde au Ghana qui s'asseye sur une table se pose des véritables questions. Est-ce que la formation, quand on faisait, qui nous a donné des lauriers, est-ce qu'on a toujours cette même formation? Est-ce qu'on a la même qualité? Sinon, qu'est-ce qu'on doit reprendre? Est-ce qu'il faut reprendre par la base ou bien il faut reprendre par un certain niveau? Et puis on verra ce que ça va donner. Alors Charles, est-ce qu'avec ces contre-performances de ces équipes-là, certainement le prochain défi sera de rectifier le tir, de se relancer dans cette compétition à travers le jeu qui a été produit par ces équipes-là? Est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que ces équipes-là sont capables de remonter, de revenir pour aller encore plus loin dans cette compétition? Écoutez, le football n'est pas une certaine certitude. Hein. On peut très mal jouer aujourd'hui et puis être flambant demain. Voilà, tout dépend des adversaires et des opportunités que les adversaires vous offrent. Voilà, quand nous on marque un premier but à 4 minutes, on coupe les jambes à nos adversaires qui ne se retrouvent pas. Et puis voilà, donc moi je pense que le Nigeria peut revenir. Le Nigeria a de la qualité, des joueurs de grande valeur, surtout le Nigeria, contrairement au Ghana. Hein, parce qu'on a vu l'équipe du Ghana évoluer lors de la dernière Coupe du Monde. C'est Mohamed Kudus qui a été vraiment l'homme fort de cette équipe-là. Voilà, que ce soit Jordan Ayew, aujourd'hui il est en dedans. Ayew lui-même, je le capitaine, André, il est en dedans. Mais c'était Kudus qui avait vraiment tiré tout ce groupe-là. Pour moi, ce sera difficile pour le Ghana de revenir dans la partie. Ce sera vraiment difficile pour le Ghana. En revanche, le Nigeria, oui. S'ils se remettent en cause, ils peuvent revenir parce qu'ils n'ont pas été très puissants hier, mais techniquement, ils ont montré beaucoup de bonnes choses. Donc, vous avez indiqué tout à l'heure que cette équipe, depuis très longtemps, a du mal à se Oui, depuis 2013 qu'ils ont remporté. Est-ce que de ce fait-là, on peut vraiment croire à une relance, à une remontée de cette équipe-là? Oui, c'est normal. Le Nigeria est une grande nation de football. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est le plus grand contingent africain en termes de professionnels dans le monde. Ce n'est pas du jeu. Mais c'est une question d'organisation. Le Nigeria a un problème organisationnel. Sinon, en 2013, quand Stephen Keshi, paix à son âme, le grand Manitou du football nigérien, a pris les rênes de cette équipe nationale-là, personne n'y croyait. Il allait jusqu'en finale en 2013, il a remporté la Coupe d'Afrique. Après lui, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a eu que de la bagarre, de la mauvaise organisation jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il s'organise très bien, je dis bien, avec le contingent de joueurs dont il dispose, le Nigeria normalement devrait pouvoir revenir dans la compétition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'ils nous ont donné de voir hier. Techniquement, ils ont le joueur qui joue dans tous les grands clubs. Donc après, c'est une question d'organisation pour voir quelle est la motivation, qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir produire du football qu'ils ont toujours produit. D'accord. Voilà un peu ce que je pense. Moi, je suis inquiet beaucoup plus pour le Nigeria parce que défensivement, ils n'ont pas de jeu de qualité. Offensivement, ils ont Ismaël, ils ont Moses, ils ont plein de joueurs, mais leur problème aujourd'hui, je pense que c'est défensif. Est-ce que vous pensez vraiment que pour se relancer, il faut avoir une bonne base derrière? Le plus important, ce n'est pas l'attaque, comme Charles le dit. Gagner un match, c'est d'avoir la meilleure défense. C'est d'avoir la meilleure défense. Mieux tu défends, moins tu encaisses. Donc tu peux toujours marquer. Donc il faut avoir une bonne défense. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas une bonne défense. Et ça dure depuis des années. Et ça dure depuis... Si tu marques 10 buts et que tu encaisses 11 buts, ben, tu perds le match. Et c'est ce qui s'est passé. Défensivement, ce n'était pas bon. Parce que quand ça pèse sur toi défensivement, offensivement, c'est sûr que tu auras du mal. Et c'est pour ça que les attaquants ne sont pas bien rentrés dans le match au premier match. Voilà. Voilà. Tout de suite, 2 buts, coup sur coup. Voilà. Ça pourrait changer, mais quand je dis ça pèse sur la défense, mais après, il faut rejouer sur les attaquants, il faut enchaîner, et c'est difficile. Défensivement, il n'y a pas de base. Mais offensivement, ils ont tout. Mais quand défensivement, c'est difficile,
c'est difficile pour l'attaque. Coach, quand je disais que le Nigeria a un problème au niveau de la défense, je vous ai entendu acquiescer son point de vue. Vous qui êtes coach, quand on a un tel déficit au niveau de sa charnière centrale, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Il faut qu'on trouve 2 gars dans l'as qui sont des gars de sécurité. Des gens à qui on demande seulement de faire le minimum, pas le maximum. Leur rôle, c'est de récupérer des ballons, donner à des milieux de terrain. Maintenant, il faut avoir 2 véritables milieux défensifs qu'on appelle box-to-box devant, qui eux vont arrêter toutes les actions. Ça va permettre à ces 2 défenseurs centraux d'avoir confiance, avoir de gros latéraux qui sont capables de faire du flux et des reflux. Hier, ils avaient un très bon latéral droit, ils avaient un très bon latéral gauche. Leur défaut, c'était les 2 gars dans l'axe. Et puis, il faut dire, qu'on le veuille ou pas, la chaleur aussi ne leur a pas facilité la tâche. Parce qu'à un certain moment, Iwobi, qui était sur tous les ballons, était émoussé. Et chaque fois, il était obligé de marcher pour aller récupérer. Et puis, ma foi, un truc qu'on n'a pas peut-être détecté jusqu'à aujourd'hui, la pelouse. La pelouse. Du stade de Phoenix à Houphouët-Boigny? Non, la pelouse des Bimpe. Les Bimpe. Vous l'avez trouvé comment? Yes, c'était pas... Par rapport au premier match, vraiment, ils avaient des difficultés. Ouais, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un piment pour les émissions. Écoutez, on va plus. C'est ça, mais moi je pense que aussi, moi je suis un peu à l'inverse de ce que les autres. C'est bizarre, mais depuis qu'on commence, au moins ce gars-là, les autres, moi on est toujours un peu opposés. C'est bon pour le. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Parce que peut-être que l'oignon ou là il nous pique un peu trop. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est, moi je suis de ceux qui pensent qu'au football, plus tu marques des buts, plus tu as les chances de gagner le match. Même si tu n'as pas une bonne défense. Même si tu n'as pas une bonne défense. Hier, Osimhen, en 20-25 minutes, a eu des occasions nettes. Il aurait marqué 2-3 occasions. Ça coupe les jambes à l'adversaire. Et puis après, vous pouvez vous motiver pour venir bien défendre. Mais quand vous manquez une occasion au football aussi, ce qui ne me pardonne pas, quand vous manquez 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça donne du tonus à l'adversaire qui commence à y croire. Et c'est ce qui est arrivé hier au Nigeria. Malheureusement, regardez, ils encaissent le but. Dans la minute qui suit, ils ont la capacité d'égaliser. Mais pourquoi, même tant que vous avez cette capacité, vous n'insistez pas pour corser l'addition? Voilà où je trouve que c'est toute l'équipe même du Nigeria pour moi qui a un problème. Parce que ce n'est pas seulement la première défense, c'est l'attaque au football. Donc si offensivement vous n'attaquez pas, c'est clair que ceux qui sont derrière vont encaisser. Moi je pense que c'est vraiment globalement que c'est vrai que la défense encaisse beaucoup de buts. Oui. Mais c'est globalement que l'équipe. Que c'est dans l'ensemble, voilà. Je dis le point faible aujourd'hui du Nigeria, c'est en défense. Mais il marque un but. Le point faible. Il marque jamais 3-4. Imagine c'était Nigeria-Égypte. Mais ils allaient prendre 4-5 buts, vite fait. Bon, parce que derrière, c'est faible. D'accord. Alors, monsieur, après ce qu'on a vu hier, ces différents résultats, on a entendu beaucoup d'Ivoiriens qui disaient, mais avec ces résultats, il faut féliciter les éléphants. Est-ce que quand vous voyez ces résultats avec du recul, vous pensez que l'on devrait changer son appréhension vis-à-vis du match qui a été produit par les éléphants face à la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau? Écoutez, le match des éléphants face à la Guinée-Bissau, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que ça, c'était le match d'ouverture. Donc, c'est les éléphants même qui ont facilité les d'autres nations-là de croire en eux. De croire en elles plutôt. Parce que ce que la Guinée-Bissau a produit devant l'équipe de Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale s'est dit quoi? Écoutez, si eux, Guinée-Bissau, ils ont pu titiller à un certain moment cette grosse équipe des éléphants, mais donc nous autres là, il faut qu'on aille crânement jouer nos champs devant le Nigeria. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été la même chose pour les autres nations qui ont croisé les autres. Donc, au contraire, c'est vrai, on doit féliciter les éléphants, on doit leur tirer le chapeau. Un match d'entrée de jeu, match d'ouverture devant son public, début d'une CAN, et surtout devant qui? Le président de la République. C'est pas facile. Non, mais on les a félicités. Il faut les féliciter. Je pense qu'on les a félicités. On a même expliqué que c'est l'entame de la compétition. Le plus important, c'était de gagner. C'était compliqué. Le plus important pour nous, c'est de gagner les 3 points. Mais nous, on les attend maintenant au second match. C'est ça. Ça sera contre. Voilà, il n'y a plus de pression. Le chef d'État ne sera plus là. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est clair. On l'attend maintenant. Et c'est prévu pour le jeudi face au Nigeria. Alors, messieurs, ces résultats-là, ça a été le fait des équipes comme le Cap-Vert, le Mozambique et puis la Guinée équatoriale, des petits poussés qui ont fait sa ascension hier. Jusqu'où vous voyez ces équipes-là aller, Zizéto?
Très loin. Très loin. Si elles continuent comme ça, elles peuvent aller très loin. Très loin, parce qu'aujourd'hui, toutes ces... Huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Après, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y a certaines équipes qui vont sortir des poules, forcément. Parce que là, il y a le Cap-Vert qui vient de gagner. Le Cap-Vert a déjà 3 points. Il suffit qu'elle fasse un match nul. C'est fini. Donc après, Mozambique qui fait 2-2 et qui prend 1 point, le prochain match, s'il négocie bien, ben, tout est ouvert. Tout est ouvert maintenant. Donc, même pour les petites équipes, tout est ouvert. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec Zeto. Entièrement. Ah, pour une fois. Oui, pour une fois. Pour une fois. Voilà, pour une fois, il y a moins de piment dans son gaba. Non, je veux dire, je suis vraiment entièrement d'accord avec Zeto. Je suis de ceux qui ont toujours dit que le CHAN a servi de préparation véritable. Le championnat d'Afrique des Nations a servi de préparation véritable à toutes ces nations de l'Est. Donc, il faut faire attention à toutes ces petites nations-là. Parce qu'en général, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent à domicile. Exactement. Et qui sont complétés par certains professionnels. Donc, voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Au moins 2 compétitions qu'ils jouent ensemble. C'est-à-dire qu'ils font les éliminatoires du CHAN ensemble, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ensemble, les éliminatoires de la Coupe du Monde ensemble. Comprenez? Donc, eux, ils arrivent avec beaucoup plus d'homogénéité que les autres. Parce que nous autres, nos joueurs sont tous en Europe. Et donc, ce n'est pas étonnant de voir le Cap-Vert. C'est vrai, même s'il y a quelques professionnels dedans, beaucoup de professionnels. Mais le Mozambique, par exemple, c'est pas étonnant de voir une équipe de Mozambique. La Guinée équatoriale, c'est pas étonnant de voir une équipe comme ça. Déjà en 2015, elle nous a surpris. Hein. Ouais. Elle a fait les quarts de finale. Elle a fait les 8e de finale en 2021 là. Ouais. Donc c'est pas usurpé de voir voilà, la Guinée équatoriale à ce stade de la compétition. Et puis peut-être la voir en 8e de finale. Au contraire, c'est à nous de faire très très attention à ces soi-disant grandes équipes là, de faire attention. C'est pour ça que je respecte l'Égypte. C'est pour ça que je respecte l'Égypte. Parce que ça aurait été une autre nation certainement. Quand ça serait fait battre. Et parlant de la Guinée équatoriale, Nigeria, il faut dire que hier, c'était le 4e match entre ces 2 pays. 3 victoires pour le Nigeria et puis un match nul entre les 2 équipes. Et Mozambique, Égypte, c'était le 4e match hier. 3 victoires pour l'Égypte et un match nul. On voit que ces équipes sont en train de monter, de progresser. Alors, monsieur, on va partir pour une partie. On me permet la répétition, très intéressante de cette émission, celle qui suscite des vibrations chez tout un chacun, c'est le piment. Et le piment, encore une fois de plus pour ce jour, sera fourni par Charles Dago, comme on peut le constater sur ce plateau. Le garba, tous les ingrédients sont là. On a de la tiké, on a de l'oignon, et puis on a des piments, du piment vert, du piment rouge. Non, le poisson à la cuisson. D'accord. Est-ce que ce sont des piments martiniquais? Non, ce n'est pas les piments martiniquais. Les piments martiniquais, ce sont les piments ivoiriens. D'accord. Africains. Hier avec vous, c'était un piment martiniquais. Aujourd'hui, c'est quel type de piment? Oh non, aujourd'hui, c'est un piment ivoirien. Un piment ivoirien. D'accord. On va se retrouver dans quelques instants pour voir. Ça ressemble à quoi le piment ivoirien? À tout de suite. Et si vous venez de nous prendre en coup de diffusion, vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes lundi 15 février. Aïe, 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 j'ai quoi avec février? Mince. Ouais, j'y tiens fermement. Je croise des doigts. On croise des doigts. On croise des doigts. Les éléphants vont y arriver. Même si on est pressé, on va y arriver. Ouais. Voilà, on va y arriver. Donc, nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Et nous sommes au troisième numéro de cette émission, le brunch de la CAN. Le piment, Charles Dago, pour ce jour, vous avez décidé de vous intéresser à la mobilisation pendant la compétition, pendant cette CAN. Nous sommes aujourd'hui la 3e journée, 2 jours. On a constaté que la mobilisation ne grimpe pas, au contraire, ça chute. Exactement, c'était donc un piment en poudre. Oui, parce que là... Voilà, ça va aller très vite dans les yeux des uns des autres parce qu'il suffit qu'il y ait un petit vent pour que tout le monde reçoive ce piment en poudre là. Il faut de l'eau ou pas? Non, pas de suite, tu t'amuses à mettre de l'eau dans ton visage. On va aggraver la situation. Voilà, non, sincèrement, ce piment-là concerne vraiment le volet mobilisation. Ce n'est pas normal que le COCAD ait une commission de mobilisation et que déjà on a dépeint
la société abidjanaise, sinon ivoirienne, par rapport à la mobilisation autour des éléphants. On n'a pas aimé, nous tous. Et puis on s'est dit, bon, c'est pas grave, à 2 jours, il y aura la faveur. Effectivement, la faveur dans les rues d'Abidjan, dans toutes les villes où il y a la canne. Au terrain, patati, patatra, zeto. 65 000 téléspectateurs, on ne retrouve que 37 000. La Côte d'Ivoire finit de jouer les prochains matchs. Plus personne au stade. Un stade comme le stade de BNP, 65 000 places, on se retrouve avec quoi, 8 000 personnes. Le match du Nigeria. C'est pas normal. C'est pas normal côté mobilisation. Où sont les tickets? Non, laisse la question des tickets. On a déjà fini la question des tickets. Mais c'est l'approche politique. C'est l'approche politique même de cette mobilisation. Il y a une grande communauté nigérienne ici en Côte d'Ivoire. Allez-y à Djamena, vers le Mirador, tous ceux qui vont les réfugiés, c'est les Nigériens. Allez-y voir mes amis, les Hakim et autres là. C'est les Nigériens, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Dis que encore, et le cas à Abidjan, Nigeria, même ça coûte 50 000 francs. Ça veut dire quoi? Comment on peut expliquer que les Nigériens ne sont pas au terrain en Côte d'Ivoire? Ça peut s'expliquer, on peut comprendre que les Mozambicains ne sont pas ici nombreux, mais on a vu des Mozambicains dans les tribunes. Hein. On n'a pas vu les Nigériens. Ça voudrait dire qu'il y a un problème au niveau de la mobilisation. Et ça, je m'insurge contre une telle politique qui fait qu'il n'y a pas de Nigériens en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien peur que ce soit le cas du Burkina Faso, que ce soit le cas du Mali, que ce soit le cas de la Guinée. J'espère que ce soir, là, ce n'est pas le cas de la Guinée. Hein. On va pas me faire croire que les Guinéens ne sont pas venus en Côte d'Ivoire, qu'on n'a pas mis tout ce qu'il faut en place pour que les Guinéens soient nombreux dans les stades. Ah non, ça, je ne serai pas d'accord. Et la Côte d'Ivoire ne sera pas d'accord. Ne nous faites pas rater nos cannes au niveau de la mobilisation. Cette commission de Kokane, là, arrangez-vous pour que les gens aillent nombreux au terrain. Vos histoires de billets, là, réglez ça rapidement. Mais surtout au niveau de la mobilisation, s'il va falloir que vous ouvrez les terrains gratuitement à toutes les communautés, ouvrez les terrains. Le président de la République a fait tellement d'efforts avec le gouvernement pour que nos matchs réussissent que ce n'est pas cette histoire de mobilisation qui va freiner les gens. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et les gens vont au terrain, ils ont faim. Les gens vont au terrain, ils ont faim, ils ne peuvent pas manger au terrain. 65 000 places, on va à 2000 personnes pour... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et là, vous vous adressez au COCAN, le COCAN qui avait signifié qu'il allait mettre à la disposition de chaque équipe qualifiée pour cette compétition 1000 Ivoiriens. Donc, si on prend les 8000 du match Nigeria, plus les 1000, on devrait atteindre 2000... Quoi, 2000 supporters? 10 000. 10 000. Autant pour moi, on devrait atteindre, oui, mais c'est pour ça que... On devrait atteindre 20 000. Mais c'est même pas 20 000, on était autour de 8 000. 8 000, c'est pas normal. Est-ce que vous pensez que cette communication, ça a été juste un bluff de la part du COCAN? Non, ils nous ont menti. Ils nous ont encore une fois de plus menti. La communication n'est pas... Ils ont encore fait une mauvaise communication. Ils ont démotivé les gens. Et ça, c'est pas normal. Les Nigériens sont nombreux ici. Et qui parle de Nigériens en général, on parle des Yoruba, on parle des Igbo. Et quand on parle des Yoruba, on parle aussi des Béninois. Parce que c'est la même communauté, c'est la même famille. Donc quand les Béninois sont les Yoruba qui sont ici, donc je ne peux pas comprendre que les Nigériens ne soient pas beaucoup au terrain. Quand on nous trouve souvent 2 000 3 000 Nigériens au terrain. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la mobilisation n'a pas été faite ou elle n'a pas été faite conjointement avec l'ambassade du Nigeria. Finalement, si je pose la question, est-ce que c'est au COCAN de mobiliser les ressortissants de ces pays? Oui. On a déboursé beaucoup d'argent pour cette mobilisation là, au niveau du COCAN. Il y a une commission de mobilisation au COCAN. Qui est chargée de ça. Tu peux imaginer, tu peux être d'accord. Oui, cher ami, il peut y avoir une commission, mais est-ce que c'est au COCAN d'aller dans les marchés, dans les salons de coiffure? Mais s'ils vont voir l'ambassadeur, il ne faut pas justifier les justifiables. Non, je ne justifie pas. Non, tu n'es pas en train de me dire que... Tu n'es pas en train de me dire... On va s'écouter. D'accord. On va s'écouter. Oui. Ibeka, s'il te plaît. Si tu vas voir le représentant, l'ambassadeur du Nigeria, et qui te met en face tous les représentants de toutes les associations du Nigeria en face de toi, je pense que tu vas avoir près de 20 000 Nigériens qui seront au terrain. Et les Ghanéens, ceux qui marchent de là pour venir à Abidjan. Tu ne peux pas imaginer que des gens qui marchent, ils arrivent au terrain, et puis on a dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de ticket. Il faut quoi? Quand même. Attends, mais non, franchement. Tout a été dit. Les Ghanéens sont nombreux ici. Toute la commune de Treichville, là, c'est pour les Ghanéens. Parce que quand je prends mes parents apolloniens qui sont à Treichville, c'est des Ghanéens. N'est-ce pas? Ouais, je pense à mon ami Aouzan, coucou à toi. Mais c'est grave que le match du Ghana, le terrain ne soit pas rempli. Est-ce qu'il fallait mettre des... Mais c'est des calculs que nous on a fait. Est-ce qu'il fallait mettre gratuitement des tickets? Non. On n'a jamais dit que les tickets doivent être gratuits.
Poser la question comme ça, c'est pour dire que les gens n'aiment pas leur pays. Non, faut... S'il te plaît, Ibeka, poser la question comme ça veut dire que les gens n'aiment pas leur pays. Pour qu'ils aillent au terrain, ça veut dire qu'il faut qu'on les paye. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Les Ghanéens aiment leur pays, elles aiment l'équipe nationale. C'est pareil pour les Nigériens, c'est pareil pour nous tous. Alors ce matin en venant ici, j'ai écouté quelqu'un sur la toile qui disait pour pallier ce problème de mobilisation dans les stades, quand un pays qui est venu, un pays étranger joue, la FIFA ou le COCAN peut décider de mettre les tickets de 5 000 à la disposition des Ivoiriens. Il y a même les tickets de 3 000. Il y a les tickets de 3 000. Mais qui vendent maintenant au noir à 100 000. C'est ça le problème. D'accord, monsieur. Concernant ce même problème de mobilisation de tickets, le président de la FIFA, Idriss Diallo, a réagi. Je vais vous transmettre ses propos. On va essayer de comprendre pourquoi il y avait moins de monde au stade. Il parle du match Côte d'Ivoire, Guinée et Bissau. Le match contre les Seychelles, il y avait beaucoup plus de spectateurs. Est-ce que les spectateurs ont eu peur de la pluie, de la distance? Il faut que les gens se rassurent. Voici ce qu'il a dit, Zizéto. Non, mais il est dans l'interrogation, c'est bien. C'est l'attitude des responsables. Voilà. C'est bien, il lui pose la problématique afin de trouver la solution. Très bien, mais nous, malheureusement, on a oublié de faire les constats. On sait ce qui se passe. On a oublié de faire les constats avec lui. On sait ce qui se passe. Vous dites qu'il sait très bien, il sait quoi? Il sait quoi? Bah, je ne sais pas, voilà, il ne va pas venir se dénoncer lui-même. Donc, il pose les questions. Vous pensez qu'il est responsable, il est coupable aussi de tout ce qu'on voit? Quand vous dites qu'il ne va pas venir se dénoncer? Non, je n'ai pas dit les responsables. Je n'ai pas dit les responsables, mais je dis il a entendu des choses, donc il sait ce qui se passe. Donc voilà. S'il n'y a pas eu du monde au terrain, il y a eu problème de la billetterie. Donc ça, il faut le dire. On a constaté ça. Donc c'est là le problème. C'est là il faut qu'il trouve des solutions, voilà, pour satisfaire tout le monde. Donc voilà un peu. La deuxième chose, le deuxième problème, le cordon de sécurité est tellement éloigné. Tu ne peux pas garer ton véhicule à, comment on appelle, tu vas au plateau, tu gares ton véhicule, comment on appelle, à l'Indénié, et tu vas marcher de l'Indénié jusqu'au Félicia. Non, donc ça on peut quand même rapprocher un peu. La police a trouvé que c'est ce qu'il fallait pour la question sécuritaire. C'est une question trop technique. Alors, c'est une question un peu technique. À vous entendre parler, est-ce qu'il faut lier directement cette question de mobilisation au ticket? Non, c'est même pas pareil. La mobilisation n'a rien à voir avec les tickets. Non, c'est vrai qu'il y a une certaine, pour moi, il y a une certaine part de responsabilité. Il y a une certaine corrélation. Parce que si tu n'as pas de ticket, effectivement, c'est clair que tu parles au terrain. Mais de là à trouver que les gens ne sont pas motivés à être au terrain pour des gens qui veulent aller, non, moi je trouve que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La preuve, je crois avant-hier, ils ont tenté de vendre les tickets le matin du match. Oui. Parce qu'ils ont constaté qu'il n'y en avait pas. Ça voudrait dire qu'en 72 heures, ils auraient résolu la question aujourd'hui. Je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. Même les maillots, mon cher Ibeka, les maillots originaux, il n'y en a même plus sur le marché. Il n'y en a plus sur le marché. Il y a un problème. Alors, monsieur, comment on peut résoudre ce problème de mobilisation? Ibeka, c'est tellement simple. On a les convois, on va dans les quartiers, on réorganise la mobilisation des supporters. On leur dit, ceux qui veulent aller au terrain dorénavant, au lieu de aller vous attrouper d'un seul coin pour acheter des tickets, en tout cas, il faut qu'ils réfléchissent vite. 2 ou 3 sites qui sont ouverts pour ceux qui vont les tickets de grande surface, ceux qui veulent les tickets de surface moyenne. Tout ça là, ça va désengorger tout de suite et ça va permettre aux supporters là d'être relax, d'aller prendre son ticket et de s'organiser pour aller au terrain. Mais si moi je dois quitter en Anéré, venir à la poste, j'arrive à la poste, on dit il n'y a plus de tickets. Et c'est le seul coin. Qu'est-ce que je fais? Quand on leur disait au début que ces petites questions relatives aux qualités des maillots, au ceci, au cela, il y a un mois ou il y a 3 semaines, ont participé à un certain découragement de l'Ivoirien, de la population. Ils n'y ont pas cru. Aujourd'hui, ils ont ouvert les villages Cannes. Les gens préfèrent s'asseoir dans les villages Cannes pour les matchs. Alors que les gens ne sont pas venus pour s'asseoir dans les villages Cannes. C'est d'abord les terrains et c'est quand il n'y a pas de place qu'on devait pouvoir se retrouver dans les villages Cannes. Mais c'est le contraire qu'on fait en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Et ce problème de ticket, c'est depuis le match Côte d'Ivoire-Comores, Zizé. Depuis le match. On a toujours eu des problèmes de tickets, on a toujours eu des problèmes de billets. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dû à l'organisation, c'est dû que il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Quoi. Voilà.
Je pense que c'est ça. D'accord. Sinon, quand les billets sont là, s'il y a 10 billets ici, les gens achètent les 10 billets sont achetés. On le réitère encore. On doit avoir 10 personnes au terrain si les 10 billets sont achetés. Voilà. Mais si moi je dois vendre un billet qui coûte 10 000 à 60 000, ben, il y aura peut-être 2 personnes au stade parce que qui va acheter un billet à 60 000 pour le stade? Zito, vous qui avez joué au foot au même titre que Charles Dago, comment est-ce qu'on se sent quand on est sur le terrain et on regarde autour de soi, on constate que les gradins sont presque vides? Comment est-ce qu'on se sent? Une belle femme qui n'est pas admirée. On sent que voilà, on n'est pas venu faire notre travail. Parce que nous, d'abord, notre travail, c'est qu'il y a du public. Quand il y a le public, on peut bien travailler. C'est comme ça. On se sent comme une belle femme qui n'est pas bien admirée. Plus il y a du monde, plus on produit du beau spectacle. Ben, c'est comme ça. C'est quelle est cette belle femme-là qu'on dit belle, mais qu'on n'interpelle pas dans les rues, qu'on ne regarde pas, qu'on n'apprécie pas. Ça veut dire que tu dois te poser des questions, c'est que tu n'es pas vraiment belle, n'est-ce pas? Tu produis un spectacle et il n'y a personne au terrain. Personne au terrain, c'est difficile. Mais c'est que tu n'es pas un artiste, ou moi tu n'es pas un bon artiste. Tu es un grand chanteur, on dit tu es un grand chanteur, tu vends 2 millions de CD et tu organises un concert à personne. Mais c'est quand tu essaies de tes parents qui achètent ça en Kenya. D'accord, coach. Vous aussi, en tant que coach, comment est-ce qu'on se sent quand on est sur le terrain et puis on voit que... Mais quand il n'y a pas de supporters, mon cher, c'est comme un match amical. C'est clair. Mais il y a des matchs amicaux, le village c'est un match d'entraînement. Parce que là, écoute, mon cher, si on a perdu, on a gagné, qui va nous... Quand c'est comme ça, en tant que coach, on ne force pas dans les tactiques, on ne force pas, on laisse faire. Les joueurs ne sont même pas motivés. Non, ce n'est pas toi l'entraîneur qui va mettre une pression inutile. C'est difficile en fait. Le joueur, il est motivé quand il y a des supporters, quand il y a le spectacle. Quand on crie, quand le gars il contrôle un ballon et puis il entend quelque part, zézéto ou bien chose. Mais attends, il va se surpasser. Il va se transcender. Il va devenir autre chose. Maintenant, il fait tout. Il veut qu'à avoir un bon match, il faut des supporters. Il faut du public. Il faut du public. Il faut y avoir du monde. Plus il y a du monde, plus le spectacle est beau. C'est comme ça le foot. Voilà. D'accord. Messieurs, on va dans quelques instants s'intéresser à la deuxième partie de cette émission, le Garba. Mais avant, je voudrais communiquer le classement après la première journée dans la poule A et la poule B. La Côte d'Ivoire est en tête avec 3 points plus 1. Deuxième, Guinée équatoriale, 1 point. Troisième, Nigeria, 1 point. Quatrième, Guinée-Bissau, 0 point, moins 2. Dans la poule B, on a le Cap-Vert qui est en tête avec 3 points plus 1. L'Égypte est deuxième avec 1 point. Troisième, Mozambique, 1 point. Et quatrième, Ghana, 0 point, moins 1. On va partir pour le Garba. Le Garba, la ticket est là. L'oignon est là. Les piments sont là. Je pense que le couvercle va arriver tout à l'heure d'un moment à un autre pour qu'on puisse déguster ensemble ce beau plat. Non, l'huile est là. Il y a le cube d'assaisonnement. Ah, voilà. Tout y est. On va encore une fois de plus se régaler ce matin-là. Il est presque 11 h, c'est l'heure idéale. Le Garba bien chaud avec du poisson bien chaud, bien fait. Ça sera pour tout à l'heure. Vous êtes invité également. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes toujours dans l'émission Le Brunch de la CAN. Et là, on aborde la deuxième et dernière partie de cette émission. Le Garba, comme vous pouvez le constater, je tiens une boule d'attiqué. C'est vrai que c'est petit, mais c'est quand même... en Djoula, on dit il y a la baraka là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction de Dieu là-dedans. Je pense que ça pourra nous satisfaire. Messieurs, c'est pour dire que nous allons parler des matchs de ce jour. On aura 3 matchs au programme. La poule C va terminer sa première journée avec... non, on va commencer plutôt sa première journée avec le match Sénégal-Gambie au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, et puis Cameroun-Guinée au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et la poule D va rentrer en lice ce soir également à partir de 20 h du côté du stade de la Paix de Bouaké avec le match Algérie-Angola. Et ici, on parle d'une rubrique qu'on appelle la passe. Et la passe, elle est faite ce matin par le coach Alain. Coach Alain, on vous retrouve tout à l'heure pour votre passe décisive.
Coach, vous avez la parole. Ok, cet après-midi, nous allons assister à 2 très beaux matchs. D'abord, le match Sénégal-Gambie, qui c'est un match de frais, parce qu'ils sont séparés seulement par un petit feu. Donc, c'est dans le même style que les 2 équipes vont s'affronter cet après-midi. J'espère que Sadio Mané et ses amis vont essayer de lever plus leur niveau de jeu. Je sais que dans le milieu de terrain, il va y avoir une bagarre pas possible entre les Sénégalais et les Gambiens, aussi au niveau de la défense et au niveau de l'attaque. Après quelques analyses, je pense que le sélectionneur gambien va procéder en 4-5-1 et le Sénégalais va passer toujours dans son 4-3-3, mais toujours gonfler son milieu de terrain et puis essayer de gagner la bataille du milieu de terrain et puis s'en sortir dans ce match. Mais il va falloir qu'il fasse très attention aux Gambiens qui procèdent toujours par contre-attaque et attaque placée. Dagouchal, dans ce genre de match qui sera fermé, comme on le dit, en tant que grand attaquant, quelle sera la clé pour toi? Écoutez, c'est un derby. Hein? C'est un derby parce que, comme tu l'as si bien signifié, la Gambie est dans le Sénégal, au point où on parle de Sénégambie. Et donc, ce sont 2 frères qui vont se rencontrer et qui ont un même style de jeu parce qu'il y a des joueurs d'origine, je dirais, sénégalaise qui sont dans cette équipe gambienne. Donc, mais je pense quand même que le Sénégal en lui-même, pas avec les faveurs des pronostics, parce que le Sénégal quand même compte des joueurs de grande valeur, beaucoup plus que les Gambiens. Les Gambiens sont très athlétiques, sont très accrocheurs, très engagés, mais ils ne sont pas aussi cliniques que sont les attaquants sénégalais avec un Sadio Mané. Voilà, s'il est dans son bon jour, je pense qu'à lui seul, il peut éclabousser cette équipe-là. Donc, il appartient au Sénégal de faire respecter voilà, son rang voilà, de champion d'Afrique. Et puis aux Gambiens d'expliquer aux uns aux autres que oui, ils n'ont pas été, je crois, quart finaliste la dernière Coupe d'Afrique pour rien, qu'ils ont les moyens de titiller n'importe quelle équipe. D'abord, la Côte d'Ivoire a souffert face à elle en match amical. Et donc c'est fort possible qu'ils voilà, fassent encore souffrir à cette équipe du Sénégal. Toujours est-il que les Gambiens n'ont rien à perdre. Hein, si le Sénégal ne gagne pas, ce sont les Gambiens qui font l'exploit. Et donc pour moi, la pression est beaucoup plus sur le Sénégal qui est tenant du titre et qui devrait montrer qu'ils ouais, sont supérieurs à cette équipe-là. Ok, Zeto, dans ce genre de match, je te mets à la place de Sadio Mané. Quel sera ton rôle et quel sera l'apport que tu vas apporter à cette équipe? Bon, ça va dépendre du match, déjà, de comment ça se passe, comment ça se déroule. Et puis à quel moment je rentre aussi, ça va dépendre si on mène, si il y a match nul. Non, donc, tu commences, tu es titulaire. Je commence, je suis titulaire, Sadio Mané sur le banc. Mais là, tu me mènes à un problème. Non, c'est toi Sadio Mané. Ah, c'est moi Sadio Mané. C'est toi Sadio Mané, tu es titulaire. Comment tu te Non, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, déjà, à lui, si c'est de la jamais. Surtout qu'il vient de se marier, peut-être qu'on le mettra au avec cette excuse, je peux jouer à la place de Sadio Mané alors. Non, mais je pense qu'il faut. Déjà, il faut bien rentrer dans le match. Parce que ça serait un match très fermé déjà. Parce que je pense que la Gambie ne va pas se livrer. Se livrer. Donc, elle va rester beaucoup derrière. Donc, je pense qu'en tant que Sadio Mané, le jeu qu'on connaît en lui, c'est de provoquer, c'est de mettre du rythme dans du jeu, c'est de beaucoup partir dans la surface. Je pense qu'avec ça, ça peut décanter des solutions. Pour moi, pour le style de Sadio Mané, le jeu, c'est de provoquer des pénaltys, des coups francs, des trucs comme ça. Et je pense que ça va peser beaucoup sur la défense de la Gambie qui va peut-être se laisser aller à un moment donné. Donc okay. Je pense que c'est dès les premières 10 minutes, il faut vraiment les étouffer avec des attaques placées, des appels, voilà. Même dans la récupération, il faut prendre le premier ballon. Je pense que c'est comme ça un peu. Ibeka, ton pronostic? Oui, coach, pour quel match? Sénégal-Gambie. Sénégal-Gambie, je ressens avec beaucoup de plaisir votre passe. Mais je suis tellement généreux que je voudrais faire cette passe à Charles Dago. À travers cette question-là, qui est de savoir pourquoi je suis rire. Ton pronostic, c'est mon pronostic que je suis en train de donner, coach. Okay. Voilà, c'est mon pronostic que je suis en train de donner pour ce match Sénégal-Gambie. Mais je pense que ça sera. Je n'ai pas à pronostiquer. Sinon, si je sors de ce studio, si un Sénégalais me croise, que j'ai pronostiqué en faveur d'un Gambien, il pourrait me trouver comme un ennemi. Ah, donc c'est à le Gambien aussi
Vous êtes dans votre rôle d'analyste, de commentateur, d'observateur. Et donc, Chadago, est-ce que le Cameroun qui va jouer ce soir sans Vincent Aboubakar, sans Onana, est-ce que cette équipe n'est pas handicapée? Bon, là, c'est mon pronostic du Sénégal, parce que c'est ce que tu fuis là. Là, j'ai compris ta question. Là, j'ai bien vu. Je t'ai vu venir. Non, moi, je pense que le Sénégal va certainement. C'est 50-50 à mon avis. 50-50. Sénégal-Gambie, c'est 50-50. Au-delà de tout ce qu'on peut penser du Sénégal, moi, je pense que les Gambiens peuvent accrocher cette équipe-là. Surtout par rapport à ce qu'on a vu les 2 derniers matchs là. C'est possible que les petits poussés aient vraiment beaucoup plus d'envie. Voilà, que cette équipe du Sénégal. Donc, 50-50, ça veut dire probablement match nul. Ou alors, sur un fait de jeu, penalty, un coup de pied arrêté, le Sénégal bat la Gambie. Tout peut se passer en tout cas. Et pour répondre à la question. Ah, votre question maintenant. Et surtout que les grands qui ont joué hier ont produit de mauvais résultats. Plus ou moins ça rend encore la tâche un peu difficile pour le Cameroun face à la Guinée. Le Cameroun, moi, je pense que le Cameroun est très handicapé. Je pense que le Cameroun, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Cameroun ne dispose que d'un véritable joueur, d'un véritable patron, Nguissa. Nguissa. Sinon, en dehors de lui, franchement, je vois plus une équipe vraiment battue autour parce que Vincent Baka, le phénomène buteur de cette équipe-là, Aoud, Choupo-Moting n'a pas été appelé, ils n'ont pas leur meilleur gardien. Franchement, je pense qu'il y a un certain désordre psychologique, moral que vit cette équipe-là pour l'instant et que la Guinée devrait profiter et capitaliser sa victoire face au Nigeria en match amical 2-0 pour battre cette équipe du Cameroun rapidement, glaner ces 3 points et puis se sécuriser. Alors, quand vous dites que le Cameroun n'est pas handicapé, on a notre réalisateur qui est camerounais qui me dit ici que le Cameroun n'est pas handicapé. Le Lion a toujours ses 4 pattes au complet et en bonne forme. Ben, c'est pas grave, mais quand le Lion est attaqué par une vingtaine de hyènes, bon, on va voir. On sait que la mâchoire des hyènes là sont beaucoup plus puissantes. Hein, donc, c'est ce que je dis. Je dis qu'il n'y a qu'un seul lion pour tous ces éléphants-là. Parce que le Sili aussi sont les éléphants, hein, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu imagines un lion attaquer aussi des éléphants? Non, ce n'est pas possible. Je pense que pour une fois, les lions vont certainement fuir s'ils ne sont pas aidés par des lions. Non, mais il y a aussi un fait qu'il faut remarquer. Le gardien qui sera à la place de Onana, c'est celui qui a remporté la dernière CAN avec les Camerounais. Mais il y a longtemps, il ne joue pas aussi. C'est des faits de jeu. Non, mais tu sais que... il me dit quoi? Il a l'expérience de ce genre de match. Mais il ne joue pas. Je suis d'accord que... Tu peux avoir l'expérience déjà. C'est quoi l'expérience? C'est quoi l'expérience? C'est que je veux faire comprendre. On va écouter coach, après vous allez vont répondre. mettre la pression qu'il faut. Les Guinéens vont faire tout ce qu'il faut. Mais lui, en tant que gardien expérimenté, il va couper toujours l'élan des Guinéens. Bon, le coach Alain nous dit qu'il est camerounais. Il nous dit qu'il est camerounais. C'est pas qu'il soit camerounais. Parce qu'ils savent qu'à jeu égal, les Guinéens sont plus athlétiques que les Camerounais. Aujourd'hui, Onana n'est pas là. Vincent Abaka n'est pas là. À la limite, Nguissa sera seul en train de se débattre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut user de malice et d'intelligence pour toujours, dans le moment fort de la Guinée, les ramener toujours sur terre. On va voir ça le soir. Donc ce soir, un gardien qui n'a pas joué depuis 2 ans. Je pense que les Camerounais feront ce qu'il faut faire pour ne pas sortir perdant de ce match. Parce qu'après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. Dis au réalisateur ils se sont qualifiés difficilement. On est désolé pour lui, mais... Ils se sont qualifiés difficilement. Ils ont un contingent qui s'est déplacé. Et la Côte d'Ivoire et le Cameroun est une histoire. Espérons bien que cette histoire... Ah, je comprends maintenant. Alors, monsieur, on a pris par le temps. Zézéto, Algérie, Angola. Bon match aussi. Un très bon match, Algérie-Angola, parce que l'Algérie est une très bonne équipe qui n'a pas perdu de match depuis je ne sais pas combien de temps. Et qui est très en forme, qui a de bons joueurs qui jouent un peu partout. Et que ces joueurs qui sont un peu titulaires dans leur club. Déjà, ça c'est important. Maintenant, Angola, je sais que c'est une équipe qui a souvent de bons attaquants, mais qui est pas mal aussi, parce que des équipes comme ça, très techniques, c'est un peu dans le style de Cap-Vert. C'est un peu dans le style de Cap-Vert. Voilà. C'est des joueurs assez vifs, techniques, parce que c'est un peu des Portugais aussi, donc beaucoup de technique, beaucoup de vivacité. Donc c'est une équipe qui peut être embêtante, mais je pense que, comme je vais aller dans le pourcentage, comme le grand frère Dago, je pense que 60 pour Algérie
et 40 pour Angola. Est-ce que vous sentez cette équipe sous pression parce que l'Algérie a du mal depuis un certain moment à aller plus loin dans la compétition. En plus, elle a été championne en 2019, je crois bien. Et puis, elle est considérée comme une équipe favorite face à l'Angola. Au regard des matchs d'hier, il y a encore de la pression avec tout ça, ça met l'Algérie sous pression. Bien sûr. Quand tu es considéré comme une des meilleures nations, tu as toujours la pression. Et en plus, tu as toujours la pression quand tu es considéré comme la meilleure équipe. Tu viens de gagner, tu as gagné en 2019 la Coupe d'Afrique, et puis tu as fait des bons résultats et tout. Tu as toujours la pression. Donc, ouais, l'Algérie a la pression, mais elle a des grands joueurs, donc je pense qu'elle pourra faire le boulot. Charles Dago. Voilà. Non, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est vrai que les Maghrébins en général ne réussissent pas en Afrique subsaharienne, notamment le Maroc et l'Algérie, à l'exception de l'Égypte. Mais cette équipe algérienne a tellement d'expérience aujourd'hui avec tous ceux qui la composent et que je pense que si Djamel Belmadi est parvenu à reconsidérer ses approches, parce que lui il se plaint de tout, de l'environnement, de la chaleur, de ceci, de cela, si vraiment il reconsidère un peu ses approches, je pense qu'il peut mettre ses garçons dans les bonnes conditions pour battre cette équipe angolaise à Abidjan, puisque la pelouse est très bonne. Et il joue à 20 ans en plus. C'est une tactique aussi pour... ouais, mais il a fait, ça n'a pas marché face au Cameroun. Oui, mais quand même, ça permet de motiver ces joueurs. Parce que quand le coach a il amène beaucoup de pression, il y a des joueurs qui... D'accord, pourvu que ça marche. Voilà. Non, je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais je dis, c'est une bonne pression aussi souvent pour... Ok. Ouais, mais il est sorti au premier tour. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Mais il a gagné la CAN. Non, mais au Cameroun, il est sorti au premier tour. Après ça, il est sorti au premier tour. Non, mais l'Algérie a toujours... Non, c'est tout. L'Algérie a toujours gagné les CAN chez elle à domicile. Oui. En 90, c'était à domicile, elle m'a dit. La CAN qu'elle gagne encore, c'est chez elle à domicile. Quand elle n'est pas chez elle, elle ne joue rien du tout. La preuve, en 2021, elle est sortie. Mais là, elle ne joue pas chez elle. Elle joue à Abidjan. Mais il y a des choses qui peuvent changer. On apprend. On le dit toujours. On apprend toujours. On le dit toujours. Donc, je sais, comme tu as joué avec lui, Djamel, c'est pour ça que c'est pas bien grave. Alors, monsieur, on le dit toujours. C'est lorsqu'on arrive à la fin du garba qu'on a encore plus envie de manger du garba, puisque le poisson était intéressant, la tchéké lui-même, le piment, ça piquait. On a goûté au piment de Charles Dago. On a vu la dextérité avec laquelle le coach Alain a fait la passe. On a vu Zeto, l'ami de Belmadi. C'est une révélation qui a été faite par Charles Dago. Merci, monsieur, à tous les trois d'avoir été avec nous encore ce matin pour nous aider à commenter l'actualité footballistique ici en Côte d'Ivoire. On se retrouvera demain également ici pour commenter ces matchs épiques, le Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée et le match Algérie-Angola. Si le Cameroun gagne demain, j'imagine qu'on aura de beaux plans, de belles images à la télé. Ah, je comprends, je comprends. Prions Dieu pour ça parce que le réalisateur... Parce que le Cameroun joue qu'on n'a pas eu de annonce orange aujourd'hui, tout ça. Non, ça vient juste après, puisqu'on vient de finir le Garba, on prendra les oranges. Je comprends pourquoi Alain nous le soutien, mais c'est pas bien grave. D'accord, merci monsieur. Merci à Ariel. Si l'Algérie gagne demain, j'envoie un maillot de Djamel. Pour lui dire que c'est fini maintenant, il peut jouer, il peut gagner. D'accord, merci beaucoup. Merci monsieur, merci Ariel Choukwam à la réalisation qui a fêté hier 1 an. Merci, joyeux anniversaire à toi toujours. Et puis, on n'oublie pas Ange Quadio, le chef des éditions, qui coordonne toutes les émissions relatives à la CAN 2023 sur les antennes de l'Intelligent TV. On n'oublie pas également Alain Abonon qui s'occupe du son, sans oublier Afrizaoui qui est derrière les différentes caméras. Et Cécile Mobio, la seule voix féminine, le seul visage féminin ici à l'Intelligent TV qui vous donne rendez-vous ce soir à 19h00 dans l'Intellican pour vous faire vivre les à côté des différentes rencontres ce jour. Merci et puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.